sont de moins en moins visibles dans les mains des plus jeunes enfants. Les livres jeunesse semblent, chez certaines familles en tout cas, avoir laissé leur place aux smartphones et aux tablettes. Mais le livre jeunesse ne semble pas avoir dit son dernier mot. Ce soir, dans Panorama, on s'intéresse à ces ouvrages, à la couverture colorée, aux dessins singuliers et à leurs messages qui nous ont tout appris, enfants, les plus belles valeurs. Ils nous ont appris. Pour en parler avec nous, Chloé Séguret, bonsoir. Oui, bonsoir. Spécialiste de la littérature enfantine et créatrice du blog Littérature enfantine, promouvoir des albums de qualité. Et avec nous aussi, Stéphane Servan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de littérature jeunesse. Chloé Séguret, face aux nouvelles technologies, je le disais, les smartphones, les tablettes, est-ce que le livre jeunesse attire-t-il toujours autant ? Alors, visiblement, le livre jeunesse attire toujours autant, notamment les albums, parce que, à ma connaissance, c'est un secteur qui fonctionne très bien. Les albums se vendent très très bien, s'achètent beaucoup, c'est important parce que c'est les livres pour les tout petits, c'est ce qui est aussi le garant. Ce qui va faire les lecteurs plus tard, c'est qu'on leur lise des livres quand ils sont tout petits. Donc, globalement, ça marche très très bien, notamment avec les moins de 3 ans, où quand même l'idée que les écrans sont plutôt délétères. Cette idée-là est quand même assez bien infusée. Donc les parents lisent encore à leurs enfants et les enfants apprécient les livres. Les romans se portent aussi assez bien. La littérature jeunesse, globalement, se vend assez bien, même si effectivement la concurrence des écrans fait qu'on lit moins globalement dans la société adulte et enfant d'ailleurs. Stéphane Servan, même question. Le livre jeunesse a-t-il dit son dernier mot ? Ah bah non, de toute évidence, non. Et c'est vrai que les écrans prennent une grande place aujourd'hui dans nos vies, d'ailleurs pas que dans la vie des enfants. Il suffit de regarder les adultes dans le train ou le métro, tout le monde est connecté à son écran. Pour moi, le principal problème, c'est finalement, c'est pas trop l'écran, c'est plutôt ce qu'on en fait et c'est plutôt pourquoi et par qui il est conçu. C'est-à-dire que la plupart des applications, les réseaux sociaux, etc., sont conçus par des sociétés qui veulent nous garder captifs, qui font tout pour retenir notre attention et pour allonger indéfiniment le temps qu'on peut passer derrière ces écrans-là. Donc le problème il est plus là. Pour moi, c'est la logique qui existe derrière les écrans. Et donc, j'ai utilisé le terme captif quand je parlais des écrans. Et justement, c'est le livre jeunesse, le livre en général, la littérature, l'art est au complète, voilà, aux antipodes de ces applications. C'est-à-dire que le livre est un espace de liberté, un espace où l'enfant va pouvoir se trouver lui-même, se questionner, sonder une intériorité et également aller vers l'autre, découvrir une altérité, d'autres facettes du monde. Chloé Séguret, quand Stéphane Servan parle de captif, c'est les écrans qui nous captent, mais un livre jeunesse, quand on voit sa couverture avec plein de couleurs, avec un très beau dessin, c'est aussi captif, même peut-être plus qu'un iPad, enfin qu'une tablette ou qu'un téléphone portable. Alors captivant sans doute, sans aucun doute, les livres jeunesse sont captivants, notamment les albums qui sont quand même une forme qui permet des prouesses artistiques, graphiques, des livres objets aussi qui sont parfois très novateurs. Sur la question, la littérature jeunesse a-t-elle dit son dernier mot ? Certainement pas, parce que la littérature jeunesse a encore beaucoup de choses à dire et à inventer. C'est un genre qui se renouvelle sans cesse. Et oui, c'est effectivement très attractif. Ça capte certainement l'attention des enfants quand on ouvre un livre devant un très jeune enfant ou un bambin un peu plus grand. Il y a de l'émerveillement, ça se voit dans le regard des bébés, donc ou des enfants. C'est vrai que c'est difficile de lutter contre les capteurs d'attention qui sont conçus de façon particulièrement diabolique, comme l'a décrit Stéphane Servan, mais dont il ne reste finalement pas grand-chose. Alors que la lecture d'un album comme
toute œuvre artistique, en fait, c'est quand même quelque chose de très nourrissant pour les enfants. Nourrissant intellectuellement, on parle beaucoup des différents bienfaits de la littérature Mmh. enfantine, sur le vocabulaire, sur l'imagination. On en Mais parle, ouais. oui, oui, j'imagine. Mais ça va au-delà de ça, sur vraiment ça aide à grandir, ça aide à se construire parce que je pense que l'humain, y compris le très très jeune humain, a véritablement besoin d'œuvres d'art. Et la littérature enfantine est tout à fait à la hauteur de ce besoin. Et à quel âge, Chloé Séguret, on peut commencer à montrer un album à un enfant très très jeune, j'imagine? Oui, on peut commencer très 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 jeune. Sur mon blog littérature enfantine, vous pourrez trouver une petite vidéo où on voit des nourrissons qui ont à peine quelques semaines auxquels je lis des livres. Ils sont absolument émerveillés. Et quand les adultes doutent et pensent que bon, cet enfant est trop jeune, le meilleur argument c'est de le faire, d'ouvrir un livre devant un bébé et de montrer, parce qu'ils nous montrent vraiment leur émerveillement. Donc on peut y aller très très jeune. Après, pour les parents qui n'ont pas commencé à lire des livres à leur bébé à 3 mois, vous inquiétez pas, il est toujours temps. Il n'est jamais trop tard. Et on peut continuer longtemps. J'ai presque envie de dire, tant que l'enfant vous dit pas non, c'est bon papa, c'est bon maman, je peux lire tout seul maintenant, continuez à lui lire des livres. C'est toujours un moment de plaisir partagé, c'est un moment d'apaisement. Donc on n'est jamais trop jeune et on n'est jamais trop vieux pour se faire raconter une histoire. Stéphane Servan, comment est-ce qu'on, vous qui êtes auteur de littérature jeunesse, comment est-ce qu'on écrit un livre pour les plus petits qui ne savent pas lire? On s'imagine dans la tête Euh, quelqu'un qui le raconte. mm, mm. Euh, c'est très dur, hein, c'est très dur à expliquer, je trouve, hein. Donc moi, j'écris également des romans qui peuvent être lus par des jeunes adultes, des adultes. Donc je compare souvent l'écriture à la marche. Et l'écriture d'un roman, il y a quelque chose de l'ordre de la randonnée, de la marche en haute montagne. Et pour l'album jeunesse, on est vraiment sur un exercice qui se rapprocherait plus du funambulisme. C'est-à-dire qu'en très peu de mots, il faut arriver à exprimer une émotion, une couleur, un sentiment. Euh, il faut en dire pas trop. Enfin, il y a un équilibre à trouver vraiment dans la chose. Et c'est vrai que vous parliez de raconter des histoires. Moi, c'est quand j'écris pour la jeunesse des albums pour les plus petits, je passe par l'oralité. C'est-à-dire que j'écris à voix haute vraiment. Et quand j'écris pour la jeunesse, j'ai à la fois en tête l'enfant qui va recevoir cette histoire, et j'ai également en tête l'adulte qui va la raconter. Et j'essaie de produire, quelque chose qui va autant emporter l'adulte que l'enfant. Chloé Séguret, il faut qu'un album jeunesse puisse, on va parler de l'importance de le raconter, de le lire aux enfants, mais il faut aussi que cet album jeunesse, en termes d'illustration, l'enfant puisse le comprendre juste en regardant les images aussi. Il y a cette double lecture-là, en fait, de l'album jeunesse. Alors la double lecture, elle est d'abord celle de l'adulte prescripteur et de l'enfant. Et c'est vrai que moi, alors, j'aime beaucoup le travail de Stéphane Servan, je suis très heureuse d'intervenir avec lui, parce que j'ai l'impression qu'il nous offre, à nous adultes autant qu'aux enfants, des albums qui sont très agréables à avoir en bouche, qui sont très agréables à lire à voix haute. On sent très bien ce travail sur l'oralité. C'est aussi une spécificité de son éditeur Didier Jeunesse, qui est très très attentif à la qualité sonore. Ils font aussi des livres disques d'ailleurs. Donc ça s'entend. Et puis il y a le travail. Je pense que c'est peut-être une contrainte pour les auteurs, le fait qu'une partie du récit va être prise en charge par l'image, et que l'image peut raconter parfois quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu décalé. Alors là aussi, ça rajoute une touche d'humour, et notamment
il y a toujours dans les albums réussis l'humour qui s'adresse aux enfants, celui qui s'adresse aux adultes, celui qui va réunir tout le monde, celui qui est dans le texte, celui qui est dans l'image. Donc c'est extrêmement riche. Et à la question, est-ce qu'il faut que les enfants comprennent juste en regardant les images? Je ne sais pas. Il faut que les enfants aient du plaisir à les écouter, que les adultes aient des plaisirs à les lire aux enfants. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de comprendre une œuvre d'art? Moi, je ne sais pas. Quand je vais au musée, des fois, je vois des toiles que je ne comprends pas vraiment, mais je suis quand même contente d'être là et de les regarder. Quand on chante à un tout petit Amstramgram, pique et collégramme, on ne se demande pas vraiment ce qu'il va comprendre. Donc, je pense que ce qui est important, c'est justement que l'enfant ait envie d'y revenir. Les enfants adorent la répétition. Et c'est pas forcément le fait qu'ils comprennent. Parfois, ils comprennent un certain niveau de lecture et puis en grandissant, ils en comprendront un autre. D'ailleurs, il y a des auteurs, je pense que Stéphane Servan en fait partie, qui met aussi des clins d'œil qui sont pas forcément destinés exclusivement aux jeunes enfants, mais qui vont amuser les adultes. Et puis, quand les enfants reprendront le livre plus tard, ils vont dire « Ah oui, il y avait ça aussi. Ah, ça m'avait échappé. » Voilà. Donc finalement, leur donner des choses un peu trop compliquées pour eux, je pense pas que ce soit un problème. Ils ont l'habitude, les enfants, d'entendre des mots nouveaux, de voir des images nouvelles, d'être confrontés à la difficulté. C'est comme ça qu'ils grandissent, c'est comme ça qu'ils apprennent. Stéphane Servan, les albums sont aussi le moyen de délivrer parfois des messages un peu plus compliqués et de les raconter de façon plus simple pour les enfants. C'est aussi cet objectif-là pour le livre de jeunesse. Alors, je ne sais pas si le terme message est adéquat. Moi, je me garde bien quand j'écris de proclamer, détenir une vérité sur le monde. Je dis souvent aux enfants, un livre qui vous dit « voilà la vérité » ne vous veut pas du bien. Et il faut s'en méfier. Moi, je crois que j'écris pour ça. J'écris parce que j'étais un enfant qui se posait des questions. Je suis un adulte qui se pose des questions. J'essaie de comprendre le monde et j'essaie de transmettre plus qu'un message, un questionnement. C'est-à-dire que pour moi, les livres sont un petit peu comme des miroirs ou comme des phares. En tout cas, j'essaie de mettre des points d'interrogation dans mes livres. Et c'est à chacun de trouver sa réponse, sa solution. Voilà, ce que disait Chloé Séguré est très juste, c'est-à-dire que on grandit parce que on est confronté à des difficultés, à des choses qui nous sont inconnues, à des problèmes qu'on n'a jamais croisés, et c'est parce qu'on arrive à terrasser ces dragons-là qu'on grandit et qu'on trouve sa propre voie. Et moi, quand j'écris pour la jeunesse, j'ai vraiment ça en tête. C'est-à-dire que laisser une porte ouverte, ne pas contraindre la lecture. Mais quand on écrit un livre jeunesse, on peut aussi se permettre d'aborder des sujets plus complexes. On ne s'interdit aucun sujet, Stéphane Servan. Tout à fait. Mais de toute manière, je pense que les enfants sont des êtres humains et tous les êtres humains se posent des questions. Qu'on ait 3, 8, 12, 40 ou 70 ans, on est toujours confronté au même questionnement. Qu'est-ce que c'est vivre ensemble, faire société? Qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est l'aliénation? Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est la mort? Toutes ces grandes questions de l'humanité sont au cœur des livres jeunesse, même si parfois on aborde ça par le biais de l'humour. Voilà, moi j'ai écrit des textes qui parlent de la mort d'un parent. J'ai écrit des textes qui parlent de la solitude. J'ai écrit des textes qui parlent de l'amour. Toutes ces grandes questions sont dans le livre jeunesse, vraiment. Il n'y a pas de tabou à avoir du tout.
Je pense notamment à Au revoir blaireau de Suzanne Varlet, je ne sais pas si vous connaissez, qui aborde la mort pour les enfants et de leur faire comprendre, peut-être plus simplement ce que c'est, la fin de vie. C'est important ça, Chloé Séguré, d'apporter des sujets lourds pour les enfants, pour qu'ils le comprennent dès le plus jeune âge et l'acceptent peut-être un peu mieux? Alors, aborder des sujets lourds, oui, oui, De bien sûr, façon c'est important. évidemment de façon évidemment, plus Douce. douce. Voilà, exactement. Oui. Oui, oui, Au revoir Blaireau, par exemple, est effectivement un livre très, très tendre sur la disparition de Blaireau qui est anticipée. En fait, il sait qu'il va disparaître. Donc, c'est effectivement très, très doux. Parfois, on peut pleurer aussi à la lecture d'un album. C'est pas forcément un souci. Je pense effectivement que la littérature de jeunesse doit aborder tous les sujets. Ce dont je me méfie, c'est le livre qui va apporter une solution Mmh. ou une recette. On me demande beaucoup de livres sur certaines thématiques. Alors effectivement, la naissance d'un petit frère, la mort, l'entrée à l'école, la propreté, plus récemment les émotions, c'est le sujet très à la mode. Il y a des très très bons albums sur tous ces sujets-là. C'est pas le problème. La question c'est est-ce qu'on attend des livres qu'ils éduquent nos enfants? Je pense pas que ce soit l'objet des livres. Les livres, ils sont là pour apporter un éclairage et je dis toujours en réponse à ces questions-là, proposez plusieurs livres sur le sujet. L'enfant va choisir si ça lui convient. Peut-être aussi qu'il va écarter les livres sur ce sujet-là qui le préoccupe en ce moment, mais qu'il n'a pas forcément envie. Moi, quand j'ai un problème dans ma vie personnelle, j'ai pas forcément hyper envie de lire un roman qui va reprendre cette problématique-là. Mmh. Donc, je pense que c'est pareil pour les enfants. Mais par contre, on peut tout aborder. Les livres sur le deuil, c'est vraiment l'exemple typique. On Mmh. m'en demande tout le temps à des enfants qui sont confrontés à ça. Mais les adultes ont plutôt tendance à les écarter quand les enfants n'y sont pas confrontés. Moi, je pense que lire Au revoir Blaireau à un Mmh. enfant qui n'a jamais vécu de deuil, ça va quand même lui permettre de penser ce que c'est que la mort, d'essayer de commencer à construire sa compréhension de la mort. Et le jour où il y sera confronté, il pourra se référer aux histoires qu'on lui aura lues avant. Alors, il y en a plein, hein, des histoires sur la mort, sur la colère, des histoires qui nourrissent vraiment l'espace psychique des enfants. La question, c'est que ce soit des livres de qualité, c'est que c'est un Mmh. vaste sujet, et que ça ne soit pas imposé à l'enfant pour obtenir de lui un certain comportement. Voilà, qu'on dise pas voilà le livre qui va régler le problème qui est le tien. Un enfant qui est en deuil, c'est normal qu'il soit triste. On va pas lui demander de pas manifester ça parce qu'il y a un livre. Mmh. Enfin, Stéphane Servan, voilà. c'est peut-être ça, on parlait de la différence entre, les smartphones, les tablettes et les livres de jeunesse. C'est peut-être ça la différence, c'est que ils abordent des sujets, plus complexes, ils amènent à la réflexion. Finalement, ils apportent des bienfaits pour nos enfants. Oui, enfin, j'en suis persuadé. De manière générale, je trouve que voilà, la littérature et l'art en général, comme je le disais un peu avant, c'est un espace de liberté immense. C'est c'est un endroit où personne ne peut vous contraindre. Mmh. C'est un endroit où vous pouvez grandir. Et pour moi, la notion centrale, c'est vraiment la liberté à cet Mmh. endroit-là. Et il y a une liberté totale de création quand vous commencez à écrire un livre. Vous ne savez pas où vous allez au début, ou c'est une idée flagrante qui vous vient à l'esprit de dire ah tiens je vais écrire là-dessus, j'ai cette idée de début de récit. Comment est-ce que ça se passe vous dans votre cerveau, Stéphane Servan? Ah bah, c'est intéressant parce que je souhaitais apporter cette précision, c'est-à-dire que de la même manière qu'on demande aux libraires des livres sur des thèmes particuliers comme le deuil, le divorce, etc. Euh, on pourrait penser que les auteurs écrivent sur un thème imposé en se disant tiens aujourd'hui je vais écrire Mmh. sur le deuil, je vais écrire sur moi. Très honnêtement, je ne connais pas d'auteur qui procède comme ça. Euh, pour moi, ça appartient pas à la littérature. Mmh. Euh, le début de l'écriture, en ce qui me concerne, ce sont d'abord des personnages qui se mettent en route, qui commencent à apparaître comme ça, un petit peu dans le brouillard, que je ne connais pas trop, qui s'avancent vers moi et je découvre pourquoi ils sont là. Mmh. Il se trouve qu'ensuite, une fois que le récit se développe, effectivement, il y a une thématique qui se dégage. Mais la thématique n'existe pas avant le personnage.
C'est le personnage qui me guide vers, en fait, vers le questionnement qui, moi, me travaille à ce moment-là et que je découvre en même temps que l'histoire. Euh, Chloé Séguret, j'ai une autre question peut-être sur la façon dont il faut lire des histoires, parce qu'il y a peut-être des parents qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Comment est-ce qu'on fait pour bien lire un livre à son enfant? Euh, c'est finalement très très simple. On prend un moment où on est disponible. On n'a pas forcément besoin d'énormément de temps. Quand on a des jeunes enfants, on n'a pas beaucoup de temps. Mais un album, c'est 5 minutes de lecture maximum. Donc on prend un moment où on est disponible. On s'assoit avec son enfant, on ouvre le livre et on lit ce qu'il y a écrit. Et vraiment, ça n'est pas plus compliqué que ça. Après, l'enfant, des fois, va nous entraîner sur d'autres chemins de lecture. Il va poser des questions, il va nous raconter sa vie. On est à l'écoute. C'est en ça que jamais un CD, par exemple, qui va raconter tout seul ne remplacera la lecture partagée parce que c'est une interaction entre l'adulte et l'enfant. Donc voilà, on adapte. On n'a pas besoin de prendre des cours pour adapter spontanément son rythme de lecture à l'enfant. S'il a peur, on ne va pas lire de la même façon que s'il est content. Ça, c'est un accordage qui se fait très naturellement entre les parents et les enfants. On peut même lire des livres à son enfant quand on ne sait pas lire, parce qu'il y a des livres sans texte qui sont vraiment très sympas, qu'on peut montrer, on peut regarder ensemble, avoir du plaisir à le regarder ensemble. Donc il n'y a même pas besoin de suivre le texte. Quand il y a un texte, je trouve ça intéressant de le lire tel quel, parce qu'en général, il est quand même très travaillé par les auteurs pour être lu à voix haute, donc c'est agréable. Ça sera probablement plus joli que si on improvise, mais on peut aussi raconter ce qui nous passe par la tête en regardant un livre sans texte. On peut aussi mélanger les langues, c'est pas du tout un souci. Les enfants vont très bien se débrouiller là-dedans. Donc finalement, la recette, il devait y en avoir une, c'est juste de prendre un petit peu de temps et puis peut-être d'avoir choisi un livre qu'on a plaisir aussi à regarder avec son enfant. Il y a vraiment une diversité graphique telle qu'on va trouver son bonheur, quels que soient les goûts de l'adulte. Il y a vraiment, c'est incroyablement riche. Hein. On a peut-être même un petit problème de surproduction. Merci. Merci beaucoup Chloé Séguret, spécialiste de la littérature infantine et créatrice du blog Littérature Enfantine, promouvoir des albums de qualité. Et merci à vous Stéphane Servant, auteur de littérature jeunesse, d'avoir été les invités d'Europe 1.